juste pour lancer cette table ronde, et là je parle sous votre contrôle à tous les quatre, et puis vous allez vous présenter. Si je me trompe pas, c'est que le secteur du bâtiment représente un tiers des émissions de CO2 en France, soit, pour vous donner un petit chiffre, 145 milliards de CO2 équivalent. Le tertiaire représente de son côté 39 milliards de tonnes, là je parle en tonnes, hein, bien sûr, soit environ 26% de ce total pour le bâtiment, et un tiers c'est pour le public et deux tiers pour le privé. Ça, c'est pour donner les grandes masses. Et l'objectif affiché du décret tertiaire est de 40% d'économie d'énergie à 2030. Nous devrions être sur une trajectoire d'environ de réduction de moins 3,7% par an. Malheureusement, nous continuons plutôt à augmenter nos consommations, et donc la question c'est comment faire. Alors le plan de relance vient rajouter des financements également sur le tertiaire pour accélérer la rénovation énergétique, mais les freins, si je comprends bien, mais on va y revenir, ne sont pas que financiers, ils sont également sociologiques, techniques et juridiques. Et comme le dit Gaël Giraud, alors je ne sais pas si vous connaissez cet homme étonnant, on pourrait dire il y a des hommes et des femmes, et ça parle pour tout le monde, mais en tout cas cet homme étonnant qui est prêtre, mathématicien, économiste, d'ailleurs ancien chef économiste de l'Agence française de développement. Je le cite, hein, c'est la solution et la célébration des communs, autrement dit la promotion des ressources partagées, aussi bien des ressources matérielles qu'immatérielles. Et donc, cher conférencier, doit-on penser plus collectif, moins intérêt individuel court-termiste? Doit-on considérer le tertiaire comme un bien commun? Et comment mettre en action cette rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, et quels travaux réaliser? Voilà le sujet posé. Alors peut-être qu'on peut peut-être avoir un petit tour de table pour chacun d'entre vous, pour vous présenter. Honneur à Virginie Hiverneau. Donc Virginie, vous remplacez euh, au pied levé, mais c'est votre sujet de compétence, Anise Delaurent, peut-être pour un tour de table en 30 secondes pour se présenter chacun. Oui, absolument. Bonjour à tous. Donc, Virginie Hiverneau, je suis à la coordination interministérielle du plan rénovation énergétique des bâtiments et je suis particulièrement en charge de la brique tertiaire publique et privée. Voilà, Sébastien. Bonjour, donc Sébastien Meunier, moi je suis le vice-président de la Smart Building Alliance en charge donc des Smart Buildings. Merci. Antoine. Bonjour à tous, merci Xavier. Moi je suis Antoine Vallée, chargé de mission bâtiment efficacité énergétique au CERS. Et pour terminer, donc Hubert. Oui, donc Hubert Briand, je suis responsable du pôle efficacité énergétique des bâtiments à la Caisse des dépôts, Banque des territoires. Voilà, alors merci pour cette présentation. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on avait convenu que ce serait vous, Virginie, qui peut-être ouvriez le bal, si je peux utiliser ce terme. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement, il y a déjà une feuille de route qui est existante dans le tertiaire, et aujourd'hui, il y a un plan de relance qui vient se rajouter. Donc, comment tout ça va se coordonner? Oui, effectivement, le plan de relance il complète une feuille de route qui existe déjà sur le tertiaire et qui va venir amplifier. C'est un plan qui s'inscrit dans des transformations qui sont déjà lancées et des réformes qui sont engagées depuis 2017 dans le cadre du plan rénovation énergétique des bâtiments. Quelques mots rapides pour rappeler la dynamique qui est déjà enclenchée sur le parc tertiaire. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est évidemment le décret tertiaire et sa mise en œuvre qui se poursuit avec des arrêtés qui seront publiés très prochainement. C'est également des efforts d'accompagnement des collectivités. On va le voir peut-être plus en détail dans la présentation du plan de relance. Les collectivités sont particulièrement soutenues et c'est une dynamique qui était déjà engagés avec une accélération de leur accompagnement, notamment dans le déploiement de la seconde phase d'un programme qui s'appelle ACTE, qui est un programme financé par les certificats d'économie d'énergie et qui a vocation véritablement à rayonner dans l'ensemble du territoire et à l'égard de l'ensemble de l'écosystème de la rénovation pour accélérer la rénovation énergétique du parc des collectivités locales. Et enfin, une dynamique aussi qui s'adresse aux PME, TPE. Je parlais d'une initiative plus récente qui
qui est le plan d'accélération de transition écologique des PME-TPE qui avait été annoncé en juin dernier par la ministre de la Transition écologique, avec l'idée que face à la crise économique et sociale qui vient, la transition écologique, c'est aussi une opportunité pour les entreprises et une stratégie pour gagner en attractivité. Donc, différentes actions et outils sont mis en place dans ce cadre par l'ADEME et la BPI. Donc, le plan de relance, oui, il s'inscrit véritablement en continuité de cette politique publique et il va continuer d'être un point fort. Donc, un plan de relance qui, je le rappelle, va participer à deux objectifs, hein, participer au redémarrage rapide de l'économie et accélérer les transformations nécessaires du pays avec un plan qui est résolument tourné vers la rénovation énergétique et notamment la rénovation du parc tertiaire. Oui, on va y revenir, on parlera notamment appel à projet, mais quand on regarde Hubert Briand pour la Banque des Territoires, quand on regarde le tertiaire, peut-être on peut repositionner ce que vous financez, en tout cas, ce que vous accompagnez. Et vous avez d'ailleurs produit un rapport sur la rénovation énergétique du bâtiment public et sur les freins. Oui, absolument. En fait, vous avez parlé des GES et de l'énergie, mais il faut parler des mètres carrés. Hein, parce que dans l'immobilier, on parle aussi beaucoup de mètres carrés. En fait, le tertiaire public, en général, c'est 350 millions de mètres carrés. Donc, c'est assez important. Dans ce tertiaire public, il y a vraiment deux catégories. Il y a le tertiaire de l'État et de ses opérateurs, universités, hôpitaux, etc. Donc ça, c'est une centaine de millions de mètres carrés. Et puis les collectivités territoriales, donc 250 à 280, en fait, il y a, les statistiques sont assez imprécises dans la mesure où il y a plusieurs tertiaires qui sont comptés directement ou pas dans le patrimoine des collectivités. Donc en fait, et dans ces 280 millions de mètres carrés, presque la moitié sont des bâtiments éducatifs. C'est une petite incidente, c'est pour ça qu'on a mis pas mal, avec l'État aussi, l'accent sur la rénovation des écoles notamment, hein, mais il faut voir que le parc école, collège, lycée est quand même assez important, hein, de l'ordre de 140 millions de mètres carrés, donc c'est quand même très, très important et en plus très atomisé. Et donc, en fait, nous, depuis 2 ans et demi, on a une convention avec l'État, hein, du Grand Plan d'investissement, pour massifier. Hein, l'objet, c'est la massification de la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales. Et en fait, on a deux enveloppes, une enveloppe de prêt à long terme, GPI Ambre, et une enveloppe de fonds propres, donc une enveloppe de prêt de 2 milliards, une enveloppe de fonds propres de 500 millions. Et pour être clair, on a dépensé 50 millions à ce jour. Donc, si oui, vous voulez, c'est rien sur sur l'enveloppe que vous aviez à votre disposition, finalement. Exactement. Donc, si vous voulez, il y a un vrai sujet. Donc, que ce soit le gouvernement ou que ce soit ma hiérarchie, si je puis dire, on m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on peut quand même décortiquer les raisons de cette non-consommation? Alors, il ne se fait pas rien, hein, parce que bon, tout le monde n'utilise pas les financements de la Caisse des dépôts, donc ce n'est pas non plus un critère absolu, mais il s'avère que la rénovation énergétique, notamment des bâtiments des collectivités, comme celle des particuliers, puisque le raisonnement, lié aussi d'ailleurs à l'atomisation des maîtres d'ouvrage, hein, le raisonnement est un peu le même, donc est un peu en panne, et même beaucoup en panne. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà, donc Virginie l'a rappelé, il y a plein, en fait, il n'y a pas une seule raison, et on peut, pour être là aussi un peu provocateur, comme vous le disiez, il n'y a pas que l'argent. Ce n'est pas uniquement un problème de masse financière à la disposition, même si on peut, je dirais, améliorer les caractéristiques financières de ça. Mais effectivement, il y a vraiment, nous, on a déterminé 4 grandes catégories en fait, de freins liés à cette non-massification. Il y a, je dirais presque, moi ça fait plusieurs années que je fais des conférences là-dessus, je dirais c'est le plus important, il est presque dans l'ordre des choses,
on l'a appelé sociologique, culturel. Voilà, il y a vraiment un vrai sujet du passage à l'action des acteurs, qu'ils soient particuliers ou qu'ils soient, vous savez, entre un maire rural qui doit rénover son école et un particulier qui doit rénover son pavillon, il n'y a pas grande différence dans son cerveau. Hein, et donc, en fait, il y a plein de sujets qui viennent télescoper cet acte de rénover et que les arguments techniques, juridiques ou financiers ne vont pas forcément percuter cet aspect-là. Hein, et donc, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il y a un faisceau pour arriver à massifier, si je peux dire, la rénovation. Il faut qu'il y ait un faisceau, non pas d'indices, mais un faisceau de comment dirais-je, de choses favorables qui doivent converger pour que cet acte de rénovation soit fait et aussi bien fait. Donc nous, les freins, bon, sans être trop long, sociologiques, donc c'est essentiellement comment un acteur, un maître d'ouvrage arrive à rentrer dans cette logique de rénover énergétiquement son logement, indépendamment des élections, indépendamment de ses visions, voilà. Comment il a vraiment une logique patrimoniale, financière, et comment ensuite il trouve les meilleurs modes opératoires juridiques et les meilleurs modes de financement. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est de faire rentrer les maîtres d'ouvrage dans une logique, dans un parcours, hein, c'est un peu comme un particulier, hein, c'est le programme SAR sur les logements, et un peu sur cette même idée. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment un parcours plus ou moins digitalisé, mais ça, on pourra en parler avec SBA, donc ça, je le laisserai développer. Hein, un parcours qui commence par cette idée de se dire on a un patrimoine, et donc, si on veut le conserver, donc, que ce soit un particulier pour ses enfants ou que ce soit un maire rural pour ses concitoyens, si je ne veux pas que ma mairie, ma salle polyvalente ou mon gymnase s'écroule, et qu'en plus les gens ils soient confortables dedans, bon, comment je fais pour le rénover? Donc l'idée, c'est vraiment ce parcours, donc réfléchir à avoir une vraie stratégie patrimoniale basée sur une connaissance énergétique, entre guillemets, hein, de ce patrimoine, donc une sorte de stratégie énergétique, on pourrait dire, hein, savoir comment on fait, qu'est-ce qu'on consomme, déjà la connaissance de ce qu'on fait et de ce qu'on pourrait faire. Et puis ensuite, c'est quoi le meilleur mode opératoire, le meilleur mode juridique, en essayant de... Et notamment dans la trajectoire du décret tertiaire, puisqu'il y a quand même cette contrainte maintenant qui va arriver. Et puis après, le meilleur mode de financement. Plutôt que de faire l'inverse en disant, voilà, j'ai un prêt d'1 million à X%, voilà, vous allez pouvoir rénover votre école. Donc l'idée, c'est vraiment de renverser le sablier, de passer non pas du financier en passant par le juridique. Je vous coupe volontairement. Merci Hubert. Non, mais on pourrait. Vous êtes passionnant et donc c'est juste pour préserver un peu le temps de parole, mais et on comprend ce début de propos effectivement que l'argent est là, mais en tout cas il est pas dépensé. Et donc pour tirer ce fil que vous développiez, Hubert, si je comprends bien sur la partie technique, hein, c'est ce que vous mettez en place aussi au niveau du SBA, c'est des recommandations, en tout cas smart, et là plutôt numérique, c'est ce que vous décriviez à l'adresse des collectivités. Sébastien Magnier. Oui, tout à fait. Je rejoins l'analyse qui a été faite par M. Briand, bien évidemment. À la SBA, c'est ce qu'on a décidé de s'attaquer au sujet en 2012, là, en créant cette association pour accompagner tous les acteurs de l'industrie du bâtiment et de façon transverse, parce qu'il faut prendre en compte des critères bâtimentaires, des critères énergétiques, mais aussi des critères numériques. Hein. Et donc, il y a un triptyque là à traiter. Je reviens aussi sur les propos de Madame Hiverneau, là, sur le fait que, effectivement, je rebondis sur le mot transformation. Hein. Il s'agit bien de moderniser les lieux de notre vie collective, hein, comme c'est inscrit dans la fiche action du plan France Relance. Et comme on passe 90% de notre temps dans les bâtiments, on voit que effectivement, c'est un lieu de vie très important. Tu as souligné, Xavier, en introduction là, des enjeux. Je veux juste redonner un chiffre de plus. C'est que effectivement, dans le tertiaire, on n'a pas été très bon entre 90 et 2017 hein, sur les émissions de CO2. On a fait plus 19%, mais quand même, on doit faire moins 49% d'ici 2050 sur la base de 90. Donc, on voit qu'il y a tout à faire.
Et tout ça, ça nous amène à revisiter ce qu'est un patrimoine performant ou un bâtiment tertiaire performant qui doit comprendre des éléments d'évaluation sur l'énergie, mais aussi sur sa valeur d'usage. Alors, dans France Relance et ce qui a été annoncé, il y a plusieurs dispositifs pour y parvenir. Et le premier, ce sont les actions dites à gain rapide, donc sur lesquelles on a un fort retour sur investissement. Donc, par exemple, le contrôle, le pilotage et régulation. Et donc, sur ce plan-là, on voit que, à la fois pour atteindre des enjeux qui sont liés donc à l'énergie, mais aussi à la santé, au bien-être, à la productivité des occupants, il y a une mise à niveau numérique qu'on doit faire dans le cadre des opérations de rénovation, et notamment pour prendre en charge en fait, des objectifs qui soient énergétiques, mais aussi non énergétiques. On parlait tout à l'heure des mètres carrés. Évidemment, quand j'optimise mes mètres carrés, ça va avoir une incidence sur mes consommations et sur mon bilan carbone. Alors, c'est assez évident, sauf que je rejoins le fait qu'il faut reprendre le sujet au départ et non pas que sur le résultat immédiat. Il y a cette analyse à mener pour bien s'y prendre. Oui, donc oui, ouais. pardon, Sébastien. Ouais. Donc après, pour arriver à ça, il faut être très opérationnel par rapport à des outils. Hein, on parlait tout à l'heure d'outils numériques ou d'outils digitaux. Et donc pour ça, nous, on a décidé collectivement avec des organisations professionnelles, donc le GIMELEC, l'IGNES, le CERS, la FFIE et la SBA, donc tous ensemble pour concevoir et définir un contenu qui soit utile pour ces collectivités, pour qu'ils puissent effectivement, une fois retenus, une fois le frein sociologique et culturel passé, une fois la stratégie patrimoniale définie, bah, il faut des outils pour passer à l'action. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on pense qu'un outil sur ces actions dites à gain rapide serait tout à fait pertinent, peut-être pour accompagner donc, le programme ACTE et offrir une visibilité en fait, sur ce passage à l'action en termes de cas d'usage. Oui, on va y revenir, mais finalement, pour rebondir, la sensibilisation, c'est ce qu'on fait là aujourd'hui, hein, des collectivités, puisqu'il y a des collectivités qui nous écoutent. Et effectivement, il faut déclencher ce passage à l'action. Alors, quand on regarde le CERS, Antoine, vous êtes plutôt, vous êtes carrément le représentant des entreprises. Est-ce que la filière aujourd'hui est prête pour relever ce défi, parce qu'il faut aujourd'hui aussi, hein, au-delà des demandes qu'il pourrait y avoir des professionnels qui pourront réaliser. Oui, absolument. Bien dit. Donc, on accueille très positivement, nous, au CERS, les différentes annonces qui ont été faites dans le plan de relance, que ce soit au niveau de la Caisse des dépôts, que ce soit au niveau du gouvernement. On pense que les appels à projets qui ont été lancés, notamment pour rénover les bâtiments éducatifs, c'est très important. Bien souvent, ils ciblent des bâtiments qui doivent être rénovés d'un point de vue thermique. L'accent a quand même été mis sur la rénovation thermique des bâtiments qui peuvent être considérés quand même comme des épaves thermiques. Donc, dans ces cas-là, les actions à mener sont relativement simples. Sont en tout cas bien appréhendées. On sait à peu près ce qu'on doit faire. Voilà, il y a un mode opératoire qui est bien défini. Moi, j'aimerais quand même revenir sur le fait que M. Meunier il a évoqué l'industrie du bâtiment. C'est effectivement une industrie dans le sens où il faut se préparer à la montée en puissance qui est nécessaire et indispensable. Et pour se préparer, il faut avoir une vision long terme. Donc, ça revient un petit peu à ce que disait M. Briand. Il est nécessaire d'avoir une connaissance énergétique de son patrimoine pour pouvoir déclencher des actions dites à gain rapide. Or, ces actions dites à gain rapide, elles ne sont pas systématiquement les mêmes. Et le confinement, si on fait un retour d'expérience du confinement, on a vu qu'il y avait des bâtiments qui consommaient autant lorsqu'ils étaient non occupés ou occupés de manière partielle que dans un fonctionnement normal. Et sur ces bâtiments-là, malheureusement, on n'a pas idée encore aujourd'hui des actions qui doivent être menées. Et on n'a bien souvent pas des diagnostics établis suffisants en termes de qualification de la situation pour permettre de savoir ce qu'on doit faire. Donc, on se trouve avec d'un côté
une connaissance de ce qu'on doit faire demain, des rénovations lourdes et des réhabilitations lourdes sur des bâtiments voilà, qui ont une mauvaise déperdition thermique. D'un autre côté, on cible des actions en se disant c'est des actions à gain rapide, mais on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Et c'est là-dessus qu'à notre avis, du point de vue du CERS, il va falloir progresser et puis commencer à instrumenter les bâtiments avec des matériels de sous-comptage des consommations, de pilotage des consommations, pour avoir en fait une idée plus précise de ce qu'on va devoir faire après-demain. Ouais. Là, je trouve qu'on est un petit peu trop sur demain et pour une montée en puissance, voilà, changer d'échelle, tout ce qu'on entend aujourd'hui, il va falloir penser après-demain, il va falloir préparer parce que bien souvent, il faut un petit peu de temps pour analyser la situation. Donc voilà. Moi, si je dois trouver quelque chose à redire, c'est qu'on ne prépare pas assez bien après-demain pour moi et qu'on ne donne pas assez de visibilité aux acteurs. Ouais. Alors, si on regardait juste de manière très aujourd'hui avec la Covid, c'était pour faire écho à certaines entreprises que j'ai entendues, mais ça c'était une petite anecdote qui me disait oui, on avait quand même des rénovations qui étaient prévues sur les écoles. Hein. Hubert Briard nous disait que les écoles et collèges ça représente un volume important de mètres carrés, mais les rénovations qui étaient prévues cet été n'ont pas pu avoir lieu parce que et pour cause. Donc bon, on prend peut-être un an, mais il ne faut pas regarder ça sur cet seul aspect-là. C'est sur plusieurs années que les choses vont se jouer. Alors Virginie, au niveau de peut-être de l'appel à projet, peut-être pour détailler, parce que quand même il y a des appels à projets, je crois qu'il y a 4 milliards d'euros sur ces appels à projets. J'ai un peu lu ces appels à projets et pour moi c'est resté, j'ai pas vraiment compris dans le détail ce que ça représentait. Alors peut-être vous pouvez nous éclairer. Oui, alors effectivement, Il faut parler bien le fort, plan de Virginie, relance. parce que oui, il faut parler bien fort parce que vous avez le micro qui parle, qui est pas très très bon. Ouais. D'accord. Alors oui, effectivement, le plan de relance, il consacre 4 milliards d'euros à la rénovation des bâtiments tertiaires publics. Et à cela va s'ajouter également 2 milliards d'euros qui seront dédiés à la rénovation énergétique des EHPAD et des hôpitaux dans le cadre du Ségur de la santé. Mais il faut pas les zoomer sur les 4 milliards d'euros déjà dans un premier temps, avec sur les bâtiments publics de gros segments, les bâtiments de l'État, et dans ceci, j'inclus les établissements supérieurs d'enseignement et de recherche, les logements étudiants CROUS et tous les autres bâtiments de l'État, que ce soit casernes de gendarmerie, préfecture, palais de justice, etc. Donc, ce segment fait l'objet de 2 appels à projets distincts, l'un pour les bâtiments de l'État hors enseignement, l'un sur les bâtiments de l'État autres. 2 appels à projets qui ont été lancés la semaine dernière, le 7 septembre, et qui ont été annoncés par le ministre des Comptes publics et le ministre de l'Enseignement supérieur, avec un timing très très court, puisque l'objectif c'est vraiment d'enclencher ensuite des travaux avant la fin 2021, donc un calendrier de retour des candidatures assez resserré et des projets qui seront donc sélectionnés et une liste des lauréats qui sera annoncée début décembre. Donc il y a 3 types d'actions qui sont financées dans le cadre de ces appels à projets. Les actions dites à gain rapide, telles que elles ont été décrites par les différents intervenants et qui présentent donc un fort retour sur investissement. Et là, il s'agit des dispositifs de pilotage, de régulation, de contrôle. Et puis également des travaux de rénovation énergétique qui relèvent du gros entretien et renouvellement des systèmes. Alors là, on va être sur le thermique, mais pas que, puisqu'on va avoir des travaux effectivement qui portent sur l'isolation des immeubles, au niveau des ponts, des murs, des planchers, mais également des investissements qui visent à renforcer l'autonomie énergétique des bâtiments, du point de vue des énergies renouvelables, des travaux qui visent aussi le remplacement des équipements de chauffage. Donc là, l'appel à projet va véritablement contribuer à respecter l'objectif de suppression des chaudières au fioul qui est prévu d'ici 2029 pour les bâtiments de l'État. Et puis aussi des interventions qui sont ciblées pour améliorer le confort d'été en privilégiant des travaux qui sont liés aux dispositifs passifs,
Donc l'idée, c'est de limiter l'exposition à la chaleur, privilégier la ventilation naturelle, etc. Et enfin, troisième catégorie de travaux, ce sont les opérations de réhabilitation lourde qui vont inclure de la rénovation énergétique, mais aussi embarquer d'autres problématiques. Ça va être la fonctionnalité des espaces, ça va être une mise aux normes des équipements sanitaires, équipements de sécurité incendie, réflexion sur l'accessibilité, le confort, la santé, donc une vision beaucoup plus globale. Et pour ces appels à projets, on va avoir deux critères principaux. Un critère qui porte vraiment sur la performance environnementale globale du projet. Donc, on est sur une appréciation des projets dont l'ambition doit être forte et des projets qui doivent vraiment se mettre dans la trajectoire des objectifs du décret tertiaire. Mais aussi, on attend des gains environnementaux avec l'utilisation de matériaux du recyclage ou des matériaux biosourcés, l'utilisation, le recours à des énergies renouvelables, vraiment une réflexion un petit peu plus large et qui va au-delà de la réflexion uniquement sur le thermique. Et puis, deuxième critère principal, ce sera la capacité des porteurs de projets à mettre en œuvre rapidement les projets, puisqu'on se passe dans le plan de relance. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de remplir le carnet de commandes des entreprises du BTP et des filières, des acteurs de la filière. Donc, on va travailler à identifier des projets qui sont mûrs et donc le calendrier de mise en œuvre permet de mener l'opération dans des délais très contraints. Virginie, qui peut répondre à ces appels à projets? Alors, finalement, je suis une collectivité, c'est une entreprise ou c'est les deux en même temps? C'est pour l'État. Alors, il va s'agir des bâtiments de l'État, donc ça va être les établissements universitaires, également tous les propriétaires occupants de l'État. Donc, C'est ça. je suis une préfecture, un commissariat de police, un palais de justice. Enfin, tous ces gestionnaires immobiliers, tous les gestionnaires immobiliers de l'État vont pouvoir s'inscrire dans cet appel à projet avec des remontées des projets qui seront au niveau régional et selon la taille, l'envergure du projet, une gouvernance et une sélection des projets qui sera au niveau régional ou au niveau national. Oui, donc Hubert, je vous donne la parole pour rebondir aussi sur ce que disait juste, une petite transition sur ce que disait, je rejoins ce que disait Antoine aussi, hein, c'est-à-dire que, on en avait parlé Hubert en préparant cette conférence, c'est que aujourd'hui, ce que dit Antoine, c'est qu'il y a des bâtiments sur lesquels les choses sont assez connues, hein, si je résume en termes d'action sur ce qu'on peut faire, et il faut faire l'isolation thermique par l'extérieur ou changer une chaudière, bon, enfin c'est assez fléché parce qu'on arrive tout de suite à identifier ce qu'il faut faire. Et puis il y a d'autres bâtiments sur lesquels on ne sait pas trop ce qu'il faut faire et il faut aller plutôt sur une phase d'audit. Et aujourd'hui, donc la question que je voulais vous poser, Hubert, c'est et donc ça permet aussi à donner une vision claire aux maîtres d'ouvrage. Est-ce qu'aujourd'hui vous accompagnez les maîtres d'ouvrage sur ces audits pour leur donner le tableau qu'ils doivent réaliser derrière? Oui, juste pour préciser le propos de Virginie, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des personnes qui nous écoutent, les appels à projets dont vient de parler Virginie, c'est pour les bâtiments de l'État et de ses opérateurs, universités, etc. Par contre, pour les collectivités territoriales, la principale mesure que n'a pas citée Virginie, si je me permets de compléter, c'est quand même il y a 1 milliard de plus sur la dotation de soutien à l'investissement local. Donc, si vous voulez, en termes de subventions pour les collectivités, pour rénover les écoles, etc., il faut s'adresser à la préfecture qui peut accorder une subvention qui s'appelle la DSIL, la dotation de soutien à l'investissement local, mais qui n'a pas de rapport direct avec les appels à projets sur les bâtiments d'État dont parlait Virginie. Ouais. Et par ailleurs, il y a des appels… Pour compléter, c'est vraiment deux segments qui sont très différents. Donc, les bâtiments de l'État d'un côté et les collectivités. Et les collectivités sont également concernées par le plan de relance avec des outils de financement. On va s'appuyer sur des outils de financement qui existent déjà, mais que le plan de relance va abonder. Ce sont les dotations aux régions avec 300 millions d'euros qui sont dédiés aux régions pour la rénovation des lycées notamment. Et les dotations locales d'investissement pour le bloc communal
et qu'on appelle la DSID pour l'investissement des départements et qui sont des enveloppes gérées au niveau local par les préfets. Donc là, Oui, ici, oui. Virginie, il y a une question de Philippe d'ailleurs sur ce sujet-là qui demande est-ce que vous pensez que les porteurs potentiels de projets ont le temps de préparer leur projet d'ici début octobre parce que finalement le temps est très court? Alors effectivement, là, on va avoir des projets qui sont prêts à partir, hein, et donc ce seront certainement des projets qui sont déjà sur étagère et qui nécessitaient un effet levier de financement pour pouvoir se concrétiser, ou des opérations à faible investissement et qui nécessitent un temps d'étude et de maîtrise d'œuvre un petit peu plus court, et qui étaient déjà effectivement prévu, puisque vous le savez, il y avait déjà eu un appel à projet cette année engagé sur les bâtiments de l'État et les actions à gain rapide, et l'enveloppe de cet appel à projet n'avait pas permis de servir l'ensemble des projets qui s'étaient présentés. On avait été dépassé vraiment par l'ampleur des projets présentés. Donc, ce nouvel appel à projet va permettre aussi de répondre à ces projets qui sont restés en attente et qui nécessitent un financement pour démarrer. Voilà. Merci Virginie. Donc Hubert, pour répondre sur la partie audit rapidement. Hein. Oui, en fait, oui. Alors, parce qu'on peut parler des heures, effectivement. Donc, si vous voulez, nous, l'idée, c'est vraiment… donc, l'idée qui est dégagée de nos réflexions, c'est qu'effectivement, il faut, pour que l'acte de rénovation se concrétise, il faut qu'il y ait une convergence des aides, des financements, des études, hein, et y compris des entreprises. Il faut que vraiment tout le monde se sente embarqué sur le même bateau avec cette fameuse idée d'audit, je dirais, amont, déterminer effectivement, toujours même si c'est dans la trajectoire du décret tertiaire, déterminer bâtiment par bâtiment, d'une certaine façon, ceux qui nécessitent uniquement de la rénovation d'équipements thermiques, par exemple, ceux qui nécessitent une rénovation plus légère, hein, avec des changements de fenêtres et autres, et ceux qui nécessitent des rénovations beaucoup plus lourdes. Un peu dans le fil de ce que vient d'expliquer Virginie sur les appels à projets des bâtiments de l'État. Donc, pour pouvoir déterminer cette catégorisation des différents travaux, entre guillemets, de rénovation énergétique, mais il faut faire des études préalables. Donc, ces études, elles sont soit techniques, physiques, classiques, avec des bureaux d'études classiques. Voilà. Et puis, on peut aussi digitaliser. Nous, on essaye de pousser à ce qu'il y ait de plus en plus des diagnostics plus numérisés, plus digitalisés, qui permettent, par le biais des connaissances de consommation, avoir, disons, une vision beaucoup plus rapide. Parce qu'un des gros problèmes, si vous voulez, de cette non-massification, c'est le temps, c'est le facteur temps. Hein. Oui. C'est-à-dire que nous, on a lancé un AMI en 2016, on a eu 30 lauréats, on a des études qui ne sont toujours pas finies, hein, parce qu'entre les appels d'offres des collectivités, etc., vous voyez, donc le facteur temps est un peu nuisible à cet acte. Donc nous, on apporte des crédits d'ingénierie pour aider les collectivités locales notamment, mais les universités aussi, les hôpitaux, pour justement déterminer, je dirais, le type de travaux qu'il faut faire, travaux à gain rapide, travaux un peu plus conséquents ou travaux lourds, avec des financements associés. Nous, on a découvert en Allemagne un dispositif qui s'appelle l'Intracting, vous avez sûrement entendu parler. Donc, c'est la contraction de deux mots, internal contracting, c'est une sorte de PPP interne à la personne publique. Donc, nous, on met à la disposition, c'est la fameuse enveloppe des 500 millions de fonds propres, on met à la disposition des personnes publiques, bon, non seulement des crédits d'ingénierie pour faire les études préalables, donc 50 000 euros plafonnés à 50% pardon, des études plafonnées à 50 000 euros, ça c'est, je dirais, le tarif de base, hein, et puis surtout des avances sur fonds propres qui sont basées sur les économies générées. Et puis ensuite, on a des financements beaucoup plus longs. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez pour Sébastien. Donc, c'est digitaliser peut-être les audits pour aller plus vite. Est-ce que Sébastien, au niveau du SBA, puisque finalement vous avez tous les instruments dans les entreprises pour pour digitaliser et faire remonter des données qui permettent d'avoir des infos et être dans de préfigurer les travaux qu'il faudrait réaliser. Est-ce que ça fait partie de vos référentiels? Oui, je pense que effectivement le mot référentiel est adapté parce qu'à partir du moment où on a une stratégie patrimoniale et en plus on a les financements, il ne faut pas tomber dans le piège de faire des opérations en silo
et bien penser en fait à la valeur d'usage du bâtiment. Donc ça, c'est l'outil dont j'ai parlé tout à l'heure qu'on a conçu collectivement. Mais pour compléter ça, il faut aussi des outils méthodologiques. Et donc pour ça, à la SBA, on a développé plusieurs outils méthodologiques. Donc la première catégorie, ce sont des référentiels. Donc les référentiels pour mieux gérer l'énergie, des référentiels pour mieux gérer les espaces, pour accueillir par exemple la mobilité électrique et la convergence avec les bâtiments. Un référentiel très important aussi, c'est d'avoir une infrastructure numérique mutualisée. Parce qu'à la fin, on veut des bâtiments serviciels pour qu'ils soient performants. Et donc, il faut qu'il y ait une bonne circulation des données, il faut qu'il y ait des interfaces interopérables, ouvertes. Et donc là, on est dans la définition du smart building. Le smart building, ce n'est pas juste des sous-lots, enfin des lots qui soient du bâti ou des lots techniques bien faits, pris séparément. Ça ne fait pas un smart building. Ce qui fait un smart building, c'est une infrastructure mutualisée, une circulation des données et une capacité à mettre en place des services. Et évidemment, le premier service qu'on a envie qu'il soit opérationnel, juste après l'audit initial, c'est un audit permanent. C'est-à-dire qu'il faut faire de la conduite du bâtiment et surtout de la conduite des usages réels de ce bâtiment. Le bâtiment, c'est un espace de vie, c'est quelque chose qui bouge, qu'on doit en permanence adapter aux besoins. Donc, si on n'a pas un système d'information énergétique, bah, c'est un peu compliqué. Si on veut s'adapter aux différents événements qu'il peut y avoir, récemment, on en a eu un majeur, bah, il faut pouvoir disposer de data pour pouvoir les analyser, pour pouvoir prendre des décisions. Voilà, donc ça fait partie aussi de la deuxième catégorie d'actions qu'on mène au SBA, c'est de faire des recommandations pour, donc là, on ne peut pas les détailler ici, mais on a sorti 10 recommandations pour des bâtiments et une ville plus smart and green, donc qui tournent autour de la gouvernance. Donc là, on n'est pas sur des aspects techniques, de la conduite du changement, on est toujours sur des aspects humains, et pour pouvoir mettre en place un pilotage et des nouveaux indicateurs de performance. Oui, Antoine, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, dont vous faites la promotion au niveau du CERS, c'est le contrat de performance énergétique. Absolument. Peut-être on peut rappeler ce que c'est peut-être le contrat de performance énergétique. Oui. Alors, moi, je suis un peu circonspect quand j'entends qu'il faut catégoriser les bâtiments entre actions rapides, actions lentes, actions mi-rapides, mi-lentes. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de vérité absolue comme ça et je pense que c'est vraiment du cas par cas sur chaque bâtiment. C'est pourquoi nous, au CERS, ça fait une dizaine d'années qu'on essaie de promouvoir le contrat de performance énergétique, dont le principe, il repose sur une réponse sur mesure adaptée au client suite à une phase d'étude et de sous-comptage des consommations par usage. Voilà, on a un an minimum de données pour analyser ce qui se passe chaque jour, chaque heure, chaque point 10 minutes de l'année et puis proposer des solutions sur mesure assorties d'une garantie de performance. C'est-à-dire que si on n'atteint pas le résultat qu'on a garanti au client, il y a des pénalités, il y a tout ce processus qui se met en place. Et on pense vraiment que c'est une solution très intéressante. Et d'ailleurs, on est satisfait là, de voir qu'il y a de plus en plus de répondants dans le domaine politique par rapport au contrat de performance énergétique. Il y a eu des annonces, une bonification C2E. Dans les appels à projets, il est fait mention du contrat de performance. Il y a des programmes C2E, notamment celui qui a été cité, acté, qui promeuvent aussi le contrat de performance. C'est vraiment une réponse sur mesure et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, il y a quelque chose qui est indispensable dans un contrat de performance énergétique, c'est d'avoir un historique de données de consommation par usage. On ne peut pas s'engager sur la performance d'un bâtiment si on ne sait pas comment il consomme et où est-ce qu'il consomme. Et c'est pour ça que nous, on pense que là, le plan de relance, il est super pour lancer les CPE de demain. Mais on va arriver après-demain à se dire, bon, ben allez, maintenant, on adresse les bâtiments sur lesquels la solution est un peu moins évidente. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un contrat de performance énergétique. On va attendre un an pour avoir une profondeur de données suffisante. Et dans un an, on saura à peu près ce qu'on doit faire. On pense que voilà, si on veut industrialiser, si on veut massifier, maintenant, il faut faire les choses en parallèle. Il faut mener les combats sur plusieurs fronts. Et il faut préparer après-demain, dès aujourd'hui, en mettant en place des outils pour avoir
des études abouties au moment où on va devoir adresser les bâtiments d'après-demain. Oui. Pour ça, nous, au CERS, on pousse une fiche C2E pour déployer des matériels de sous-comptage dans tous les bâtiments et pas uniquement les bâtiments des collectivités et de l'État. Voilà, ça fait 10 ans que maintenant il y a des retours d'expérience. Il y a le concours Cube 2020. Moi, avant, je travaillais dans le démonstrateur Smart Electric Lyon. Tous les retours d'expérience, tous les démonstrateurs techniques, tout ça, ils pointent tous dans la même direction. Quand on connaît ses consommations, quand on a un petit peu étudié ses postes, on arrive à faire des choses. Et voilà, il ne faut pas que ça reste des démonstrateurs techniques parce que ça n'a aucun sens. Il faut qu'on en fasse quelque chose aujourd'hui et le C2E, c'est l'outil adapté. Je ne pense pas que le monde politique il puisse suivre l'innovation et s'adapter aux dernières technologies. Par contre, le C2E, il va falloir un petit peu muscler le jeu, il va falloir fluidifier parce qu'aujourd'hui, c'est pas, il y a toujours pas de, les solutions qui ont fait leur preuve, elles ne sont pas toutes subventionnées. Voilà, il y a un trou dans la raquette à ce niveau-là. Je pense que ça peut nuire à l'industrialisation de la rénovation énergétique. Antoine, donc peut-être pour donner le mot de la fin à Virginie, que vous avez commencé, Virginie, on va vous donner le mot de la fin. Il y a une question, donc je vais vous poser cette question, une question de Benjamin qui dit, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le décret tertiaire, mais je vous pose à tous la question, hein, suive la même voie que pour le décret accessibilité, hein, et sur la voie de l'assouplissement, vous savez, l'accessibilité, petit à petit, on assouplit les règles et à la fin, on vide le décret de sa substance. Est-ce que aujourd'hui, finalement, l'État va tenir bon pour que en 2030, on soit sur cette trajectoire? Oui, en tout cas, le plan de relance clairement donne un signal fort pour engager l'ensemble des bâtiments tertiaires vers cette trajectoire. D'ailleurs, dans le cadre, que ce soit des appels à projets ou des dotations qui vont être abondées pour les collectivités, cette inscription dans le cadre des objectifs du décret tertiaire, c'est une condition forte à la sélection des projets. Voilà, il y a vraiment cette attention qui est portée dans la sélection des projets qui vont être sélectionnés à le respect de cette trajectoire et comment on y arrive. Alors, étape par étape, hein, évidemment, ça peut être d'abord par des actions à gain rapide, mais en tout cas, on souhaite que les porteurs de projets s'inscrivent vraiment dans cette dynamique et s'engagent d'ailleurs à déployer des moyens de comptage, de suivi des dépenses énergétiques ou plus largement des systèmes de management de l'énergie, que ce soit pour les bâtiments de l'État ou pour les collectivités. Ce sont des conditions d'éligibilité fortes. Hein, et donc, oui, je crois que là, on est vraiment dans une accélération du déploiement du décret. Ouais, donc on ne fera pas marche arrière. Voilà, mais écoutez, moi je vois le temps qui a filé, on a passé un peu plus de temps, mais c'est un sujet passionnant sur lequel on pourrait passer beaucoup plus de temps et des heures. Ce qu'on va faire, c'est aussi, on va mettre le rapport de vous, de la Banque des Territoires. Moi, je le trouve très intéressant, je l'ai lu dans le détail, en tout cas sur les freins qui sont posés. Je ne vous donne pas la parole, Hubert, ne m'en voulez pas, mais on va mettre ce rapport en ligne, en ressources dans le kiosque pour les participants à cette conférence, qui sont nombreux. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cette table ronde. Hubert Briand, Antoine Vallée, Virginie Hiverneau et Sébastien Meunier. De vous souhaiter une excellente journée, de bien vous porter et puis j'espère qu'on pourra se reparler rapidement. Alors, juste avant que vous partiez, donc je vais vous basculer en tant que participants, pour rappeler que maintenant on a 3 interventions et on va continuer à balayer le suite de ce sujet. Il y a CO qui va nous reparler d'audit, puisqu'on a compris quand même que c'est le point de départ essentiel, mais aussi traitement de l'air, et on n'en parle que trop d'ailleurs. Là, je raccroche à la Covid un peu à dessein, mais enfin, il faut le regarder de manière plus globale sur les traitements de l'air, pardon, et de manière plus lointaine. Ensuite, Prochaleur qui va nous parler chauffage et gérer notamment l'intermittence et les zones occupées. On en parlait d'ailleurs, Antoine, tout à l'heure. Et ensuite, on va parler d'enveloppe
du bâtiment avec SPEBI et on va parler de revalorisation du patrimoine et un petit peu, on va mettre un soupçon de recherche d'amiante parce que aussi ça fait partie du sujet, c'est-à-dire qu'avant d'engager ces travaux, il faut s'assurer que les collaborateurs, les entreprises qui vont travailler, elles ne vont pas être soumises au risque amiante. Donc vous voyez qu'on va traiter l'ensemble du sujet, ce qu'on appelle CVC, chauffage, ventilation, clim et isolation thermique par l'extérieur. Voilà, donc restez avec nous. Merci à tous les quatre. Je vous positionne dans le public. Vous pouvez rester avec nous, bien entendu. Et il y a CO qui va nous rejoindre. À bientôt alors. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci.